Paris, 16e arrondissement. C'est un jeudi matin quand Pierre Dubois, 38 ans, propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe avec un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par an, décide de rentrer plus tôt que prévu de son voyage d'affaires à Dubaï. Tandis qu'il monte les escaliers de son hôtel particulier de 8 millions d'euros, il entend des voix provenant de la cuisine. Il s'approche silencieusement et ce qu'il voit le paralyse. Marie, la gouvernante qu'il a engagée il y a 6 mois pour s'occuper de son fils Julien, âgé de 18 mois, fait quelque chose de complètement inattendu avec l'enfant. La scène que Pierre observe changera à jamais sa perception de la vie, de l'amour et de ce que signifie vraiment être père, révélant un secret que Marie cachait et qui transformera le destin de tous les deux. Pierre Dubois gara sa Bugatti Chiron dans l'allée de l'hôtel particulier. Le moteur W16 se tue dans le silence brumeux du matin parisien. Il était 10 heures d'un jeudi de novembre et le voyage d'affaires à Dubaï s'était terminé avec 48 heures d'avance. Le contrat pour l'ouverture de 3 nouveaux restaurants aux Émirats Arabes Unis avait été signé plus rapidement que prévu, grâce à ce pouvoir de persuasion qui en 15 ans avait fait de lui l'un des entrepreneurs culinaires les plus influents de France. Le brouillard enveloppait le prestigieux 16e arrondissement comme un manteau gris conférant à l'hôtel particulier haussmannien du 19e siècle une atmosphère presque surréelle. Pierre resta quelques instants assis dans l'habitacle, observant cette demeure qui représentait tout son succès et en même temps tout son vide. 8 millions d'euros investis dans une rénovation complète après la mort de sa femme Isabelle, 2 ans plus tôt. Chaque détail était parfait. Des parquets en chêne massifs aux moulures restaurées par les meilleurs artisans français, des fenêtres d'époque au jardin conçu par le plus célèbre paysagiste de Paris. Pourtant, à chaque retour, Pierre ressentait cette même sensation de froid qui l'accompagnait depuis le jour des funérailles. Ce n'était pas la température de la maison. Le système de chauffage avait été modernisé avec la meilleure technologie disponible. Mais le froid émotionnel d'un espace qui avait perdu son âme en même temps que la femme qui en avait fait un foyer. À 38 ans, Pierre dominait un empire culinaire qui s'étendait de Paris à Lyon, en passant par Marseille et Nice. 12 restaurants, 2 étoiles Michelin, un chiffre d'affaires qui dépassait les 50 millions d'euros annuels et un patrimoine personnel qui avait récemment franchi la barre des 100 millions. Son nom apparaissait régulièrement en couverture des magazines gastronomiques. Il était invité permanent des émissions culinaires les plus regardées. Et maintenant, il s'apprêtait à conquérir le marché du Moyen-Orient. Mais tout ce succès avait un prix que Pierre n'avait commencé à comprendre qu'au cours des derniers mois, l'isolement émotionnel total. Après la mort soudaine d'Isabelle, un cancer foudroyant qui l'avait emporté en 3 mois, il s'était jeté dans le travail avec une furie qui frôlait l'autodestruction. C'était sa façon de ne pas penser, de ne pas sentir, de ne pas affronter le vide qu'Isabelle avait laissé et surtout la responsabilité d'élever seul Julien, leur enfant de 18 mois. Pierre ne savait pas être père. Isabelle avait été le cœur de leur famille, celle qui savait interpréter chaque pleur de Julien, qui connaissait ses horaires, ses goûts, ses peurs. Elle chantait les berceuses, préparait les purées, se levait la nuit quand l'enfant faisait des cauchemars. Pierre, dans leur mariage, avait été le pourvoyeur, celui qui garantissait le bien-être économique pendant qu'Isabelle s'occupait de tout le reste. Quand Isabelle mourut, Pierre se retrouva complètement désemparé. Il ne savait pas quoi donner à manger à un enfant de 16 mois, ne comprenait pas pourquoi il pleurait, n'arrivait pas à le calmer quand il était agité. Les premiers mois furent un désastre. Des nounous qui démissionnaient après quelques semaines, des nuits blanches avec Julien qui pleurait inconsolablement, le sentiment constant d'être inadéquat comme père. La solution était venue il y a 6 mois, quand son assistant personnel lui avait présenté Marie Moreau. Les références étaient impressionnantes. Elle avait travaillé 15 ans pour une famille de diplomates français à Bruxelles, puis avait été gouvernante chez un industriel lyonnais et enfin avait assisté une famille de banquiers suisses à Genève. Elle parlait parfaitement français, anglais, italien et espagnol, avait un diplôme en puériculture obtenu à la Sorbonne et une formation qui semblait parfaite pour les besoins d'une famille de la haute bourgeoisie parisienne.
Marie Moreau était une femme de 45 ans, élégante dans ses manières et toujours impeccablement vêtue. Elle portait toujours des tailleurs sobres dans les tons de grise ou bleu marine, les cheveux châtains relevés en un chignon parfait qui ne perdait jamais un cheveu, et avait ses yeux noisettes qui semblaient cacher des histoires jamais racontées. Elle était efficace jusqu'à la maniaquerie, discrète jusqu'à l'invisibilité, et surtout Julien semblait s'être attaché à elle dès le premier jour. Pour Pierre, Marie représentait la solution parfaite à un problème qu'il n'arrivait pas à gérer. Il pouvait se reconcentrer sur le travail, voyager pour ses affaires, construire l'avenir économique de Julien, pendant qu'elle s'occupait de tous ces aspects quotidiens de la paternité qui le mettaient en difficulté. C'était un arrangement qui fonctionnait pour tous. Marie recevait un salaire généreux, Pierre avait la liberté dont il avait besoin, et Julien était soigné par une professionnelle compétente. Ou du moins, c'est ce que pensait Pierre jusqu'à ce moment. Maintenant, tandis qu'il sortait de la Bugatti et marchait vers l'entrée de l'hôtel particulier, il ressentait un mélange de fatigue et d'anticipation. Le voyage à Dubaï avait été intense. 3 jours de réunions épuisantes, des dîners d'affaires qui se prolongeaient jusqu'à tard dans la nuit, la pression de négocier des contrats de millions dans un marché complètement nouveau. Mais l'adrénaline du succès était encore présente. L'accord signé apporterait au moins 20 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire dans les 3 prochaines années. Il ouvrit la porte de la maison avec sa clé, posant sa valise Louis Vuitton dans l'entrée au sol en marbre. Le silence de l'hôtel particulier l'enveloppa immédiatement, ce silence élégant et coûteux qui caractérise toutes les demeures de la haute bourgeoisie parisienne. Mais tandis qu'il se dirigeait vers son bureau pour vérifier le courrier accumulé, il entendit quelque chose d'inattendu, une voix féminine qui provenait de la cuisine, mélodieuse et douce, qui chantait ce qui semblait être une berceuse. Pierre s'arrêta net. Marie ne chantait jamais. En 6 mois de cohabitation, il l'avait toujours vue comme une professionnelle impeccable mais froide, qui accomplissait ses tâches avec une efficacité militaire, mais sans jamais montrer d'émotion particulière. L'entendre chanter était si inhabituel que cela piqua sa curiosité profondément. Il s'approcha silencieusement de la cuisine, les pas étouffés par le coûteux parquet. La voix devenait plus claire. Et Pierre reconnut qu'elle chantait dans une langue étrangère, peut-être l'espagnol ou le portugais. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans ce son, une tendresse qu'il n'avait jamais associée à la figure rigide et professionnelle de Marie. Quand il atteignit la porte entr'ouverte de la cuisine, Pierre décida de ne pas se faire remarquer tout de suite. Il voulait observer un moment de normalité quotidienne qui se perdait habituellement dans ses voyages constants. Il voulait voir comment Marie se comportait avec Julien quand elle pensait être seule. Il se positionna derrière la porte, regardant à travers la fente, et ce qu'il vit le fit s'arrêter brusquement, le souffle se bloquant dans sa gorge. Il n'était pas préparé à cette scène, pas préparé à ce qu'il allait découvrir sur la femme qui s'occupait de son fils depuis 6 mois. À travers la fente de la porte, Pierre observa une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Marie donnait le bain à Julien dans le grand évier de la cuisine, mais pas avec l'efficacité professionnelle et détachée qui caractérisait chacun de ses gestes. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle chantait en espagnol, caressant délicatement les cheveux blonds de l'enfant avec des mouvements qui trahissaient un amour viscéral, primitif, qui semblait jaillir du fond de l'âme. Julien riait avec cette joie pure que seuls les enfants savent exprimer, éclaboussant l'eau tiède avec ses petites mains potelées et regardant Marie avec ses yeux bleus intenses qu'il avait hérités d'Isabelle. Mais ce qui frappa Pierre comme un coup de poing dans l'estomac fut l'expression sur le visage de Marie. Ce n'était pas le contrôle professionnel qu'elle montrait toujours, mais un amour total, désespéré, comme si Julien était le fils dont elle avait toujours rêvé. Pierre resta paralysé, une révélation dévastatrice se frayant un chemin dans son esprit. En 18 mois de vie de Julien, il n'avait jamais vu son fils si paisible, si totalement abandonné au bonheur.
Et surtout, il n'avait jamais vu quelqu'un s'occuper de lui, avec une telle dévotion absolue, avec cet amour inconditionnel qui transcendait toute relation professionnelle. Mais ce qui le troubla encore plus profondément fut la douleur qu'il lisait dans les yeux de Marie. Ce n'étaient pas des larmes de joie pour la beauté du moment, mais des larmes d'une tristesse profonde, ancienne, qui semblait naître d'un vide impossible à combler. Tandis qu'elle séchait délicatement Julien avec une serviette douce, elle murmurait des mots en espagnol qui, bien qu'il ne les comprenne pas, semblaient à Pierre chargés de promesses d'amour éternel et de désespoir caché. Quand Marie commença à habiller l'enfant avec des mouvements d'une tendresse infinie, Pierre remarqua un détail qui le frappa avec la force d'une révélation. Autour du cou de la gouvernante pendait une fine chaînette en or avec un petit pendentif. C'était une petite chaussure de bébé, délicate et précieuse, du type que portent habituellement les mères, comme souvenir des premiers pas de leurs enfants. Le cœur de Pierre se mit à battre follement, tandis que 1000 pensées se bousculaient dans sa tête. Ce type de bijou n'était pas anodin, c'était le symbole universel de la maternité, ou plus souvent de la maternité perdue. La façon dont Marie le touchait inconsciemment en regardant Julien, comme elle le caressait quand elle se croyait seule, lui disait qu'il y avait derrière ce pendentif une histoire de douleur et de perte. Marie souleva Julien dans ses bras, le tenant serré contre sa poitrine, dans une étreinte qui durait plus que nécessaire. L'enfant s'abandonna complètement contre elle, la petite tête blonde appuyée sur son épaule, et pendant un moment, ils semblèrent vraiment mère et fils. C'est à ce moment que Pierre entendit les mots murmurés de Marie, prononcés avec une douleur si intense qu'elle brisait le cœur. « Si seulement je pouvais te garder toujours comme ça, mon petit. Si seulement je pouvais être ta maman comme tu le mérites. » À ces mots, Pierre sentit son monde s'écrouler. Ce n'était pas de la jalousie qu'il ressentait, ni de l'irritation pour un comportement non professionnel. C'était la réalisation dévastatrice d'une vérité qu'il avait toujours refusé de voir, cachée derrière le confort de la richesse et de la délégation. Il ne savait pas être père. Il ne savait pas aimer son fils de la façon dont cet enfant avait désespérément besoin d'être aimé. Pendant 6 mois, il avait cru avoir résolu le problème de la paternité en engageant la meilleure gouvernante disponible. Il avait payé un salaire généreux pour acheter de la compétence professionnelle, de l'efficacité, de la fiabilité, mais ce qu'il observait allait infiniment au-delà. C'était l'amour pur, c'était la dévotion totale, c'était cette connexion profonde entre mère et enfant qu'aucun argent au monde ne peut acheter. Marie se tourna vers la porte, sentant probablement une présence, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. L'embarras et la peur dans les yeux de la gouvernante étaient palpables. Elle s'attendait à être licenciée immédiatement, accusée d'avoir dépassé toute limite professionnelle, de s'être permis une intimité inappropriée avec l'enfant dont elle devait simplement s'occuper. Mais Pierre ne dit rien. Il entra lentement dans la cuisine, les mouvements incertains de quelqu'un qui venait de recevoir une révélation qui change tout. Pour la première fois depuis qu'il avait engagé Marie 6 mois auparavant, « Tu aimes cette histoire, Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. » Il la regarda vraiment, pas comme une employée efficace, pas comme la solution à un problème pratique, mais comme une femme avec une histoire complexe, avec une douleur cachée, avec un amour immense à donner. Il s'approcha d'eux avec une délicatesse inhabituelle, observant comme Marie serrait inconsciemment Julien plus fort, comme si elle craignait qu'on ne le lui enlève. Et c'est alors que Pierre posa la seule question qui avait vraiment de l'importance à ce moment, la question qui ouvrirait la porte à une vérité cachée depuis trop longtemps. Avec une voix rauque d'émotion, il murmura « Depuis combien de temps n'as-tu pas vu ton fils ?» Marie baissa les yeux. Les larmes recommencèrent à couler abondamment. Cette question simple et directe avait touché dans le mille avec la précision d'une flèche, ouvrant une blessure qu'elle avait cherché à cacher pendant des mois. Assis à la table de la cuisine, avec Julien qui jouait tranquillement dans les bras de Marie, Pierre découvrit la vérité que la gouvernante avait cachée pendant des mois. Son histoire était un fleuve de douleur qui trouvait enfin le courage de jaillir.
Marie lui raconta l'histoire de Diego, son enfant de 2 ans mort il y a 3 ans à cause des violences de son mari ivre. Carlos Moro, un Français qu'elle avait rencontré à Madrid, était devenu un monstre quand il buvait. Un soir, le petit Diego pleurait à cause de la fièvre, et Carlos, ivre d'alcool, l'avait secoué si violemment que l'enfant avait cogné sa tête contre le mur. Diego était mort à l'hôpital 2 jours plus tard. Carlos fut arrêté et condamné pour homicide involontaire. Mais Marie ne pouvait plus vivre dans ce Paris où tout lui rappelait son fils. Elle retourna en Espagne chez sa sœur, pensant pouvoir oublier. Mais l'appel de la France avait été plus fort que la douleur. Il y a 6 mois, elle avait vu l'annonce de Pierre pour une gouvernante et avait senti qu'elle devait revenir. Peut-être pensait-elle que s'occuper d'un autre enfant l'aiderait à guérir, mais quand elle avait vu Julien, ce n'avait pas été le cas. Julien avait le même rire que Diego, la même façon de s'endormir quand elle lui chantait, le même sourire en jouant. Chaque jour, elle s'occupait de lui comme s'il était son fils, et chaque soir, elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais être sa mère. Pierre écoutait en silence, observant comment Marie caressait les cheveux de Julien avec cette tendresse désespérée qu'il comprenait maintenant complètement. Pour la première fois depuis qu'il l'avait engagée, il vit Marie pour ce qu'elle était vraiment. Une mère brisée qui cherchait à reconstruire son cœur à travers l'amour pour un autre enfant. Pierre porta Julien dans sa chambre, l'esprit encore étourdi par l'histoire de Marie. Quand il revint dans la cuisine, il trouva la gouvernante devant la fenêtre, les épaules tendues de quelqu'un qui attend un jugement. Les paroles d'Isabelle résonnaient dans son esprit comme un écho du passé. Avant de mourir, sa femme lui avait fait promettre que s'il trouvait un jour une femme qui aimait Julien, comme elle l'aimait, il ne devait pas la laisser partir. Peu importait qui elle était ou quelle était son histoire. Pierre avait pensé qu'Isabelle faisait référence à une future épouse. Il n'avait jamais pensé qu'elle pouvait faire référence à ceci, à une gouvernante espagnole, avec un passé dévastateur qui aimait son fils, avec l'intensité désespérée de quelqu'un qui a tout perdu. Il s'approcha de Marie et lui dit qu'il voulait qu'elle devienne officiellement la mère de Julien. Il voulait partager complètement la responsabilité parentale avec elle, pas comme gouvernante, mais comme famille. Marie se retourna avec une incrédulité totale. Pierre lui montra une photo qu'il avait prise en secret. Elle tenant Julien endormi contre sa poitrine, tous deux avec une expression de paix absolue. Sur la photo, on voyait clairement l'amour pur, ce lien invisible qui unit une mère à son enfant. Il alla vers un tiroir et sortit des documents légaux qu'il avait fait préparer 3 mois plus tôt, quand il avait compris que Julien, dans son sommeil, appelait maman et ne rêvait pas d'Isabelle, mais de Marie. Les documents prévoyaient une adoption partagée qui ferait de Marie la tutrice officielle de Julien à égalité avec Pierre. Il ne partageait pas son fils par générosité, mais reconnaissait ce qui s'était déjà produit naturellement. Quand ils entendirent les pleurs de Julien de la chambre, ils se levèrent tous les deux instinctivement. Pierre murmura qu'ils devaient y aller ensemble, comme le font les vrais parents. En marchant vers la chambre, Pierre sentit que sa famille brisée allait être reconstituée d'une façon parfaite qu'il n'avait jamais imaginée. 2 mois plus tard, l'hôtel particulier du 16e arrondissement était complètement transformé. Pierre avait remplacé les meubles formels par des espaces confortables adaptés aux enfants, mais surtout l'atmosphère avait radicalement changé. Le jour de l'audience au tribunal pour officialiser l'adoption partagée, Pierre se réveilla en entendant les rires de Julien venant de la cuisine. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas vérifié ses emails en se réveillant. Il trouva Marie préparant le petit déjeuner en soufflant des bulles de savon pour divertir Julien. En ces 2 mois, il avait appris des choses qu'il ne savait pas ne pas savoir, que Julien riait quand Marie chantait en espagnol, qu'il s'endormait mieux si on lui lisait des histoires ensemble, qu'il aimait jouer avec l'eau. Marie lui avait appris ce que signifiait vraiment être père, comment interpréter les pleurs de Julien, comment jouer avec lui, comment être présent émotionnellement. Elle lui avait montré qu'aimer un enfant signifiait créer ces petits rituels quotidiens qui forment les souvenirs d'enfance. Quand Julien les vit ensemble, il cria «
Papa, vers Pierre, et maman, vers Marie. C'était la première fois qu'il prononçait ce mot devant Pierre. Le tribunal fut une formalité. Le juge écouta leur histoire et commenta qu'il avait rarement vu une famille formée si naturellement, basée sur l'amour pour un enfant. Quand Marie devint officiellement tutrice de Julien, elle éclata en larmes libératrices. En sortant du palais de justice, ils allèrent au parc pour célébrer. Tandis que Marie poussait Julien sur la balançoire, Pierre pensa qu'il y a 2 ans, il avait tout, mais se sentait vide. Maintenant, il avait moins de temps pour le travail, devait partager les décisions, mais se sentait complet pour la première fois depuis la mort d'Isabelle. Quand Julien demanda à être poussé par les deux, Pierre comprit qu'il avait appris que l'amour ne suit pas de règles, ne respecte pas les conventions sociales. L'amour authentique arrive simplement, et quand il est vrai, la seule chose à faire est de l'embrasser complètement. 1 an après l'adoption officielle, l'hôtel particulier du 16e arrondissement accueillait une fête inoubliable pour le 3e anniversaire de Julien. Le jardin avait été transformé en paradis pour enfants, avec des ballons colorés attachés aux arbres, des tables pleines de gâteaux préparés personnellement par Marie, et un petit château gonflable qui était devenu l'attraction principale pour tous les petits invités. Pierre observait depuis la terrasse cette scène de bonheur domestique qui lui aurait autrefois semblé impossible. Marie aidait Julien à souffler les 3 bougies du gâteau. Elle portait une robe jaune qui la rajeunissait de 10 ans. Ses cheveux tombaient libres sur ses épaules au lieu du chignon habituel rigide, et le sourire qui illuminait son visage était celui d'une femme qui avait retrouvé la joie de vivre. Le changement chez Marie avait été extraordinaire. Depuis le jour où elle était officiellement devenue la mère de Julien, c'était comme si elle était née de nouveau. Elle avait recommencé à sourire spontanément, à chanter en cuisinant, à faire des projets pour l'avenir. La douleur pour Diego n'avait pas disparu, mais elle avait trouvé une forme de paix dans l'amour qu'elle pouvait donner à Julien. Pierre aussi avait profondément changé. Il avait vendu 3 de ses restaurants les moins rentables pour se concentrer sur ceux de Paris et réduire drastiquement les voyages. Il avait engagé un manager expérimenté pour gérer les aspects quotidiens du business, consacrant plus de temps à la famille. Ses employés avaient d'abord été surpris par ce changement, mais avaient bientôt remarqué que Pierre était devenu un leader plus serein, plus présent, plus capable de déléguer avec confiance. Leur histoire avait inévitablement fait sensation dans la haute société parisienne. Le millionnaire qui avait adopté la gouvernante comme coparent de son fils était devenu sujet de conversation dans les salons exclusifs de la capitale. Il y avait ceux qui les jugeaient avec condescendance, qui pensaient que c'était juste un caprice excentrique destiné à mal finir, qui murmuraient que tôt ou tard, cette situation anormale exploserait. Mais Pierre avait appris à ne plus se soucier du jugement des autres. Il regardait Marie courir dans le jardin avec Julien et les autres enfants et voyait tout ce qui comptait vraiment. Une famille heureuse, un enfant aimé inconditionnellement, une femme qui avait retrouvé le sens de son existence. Ce soir-là, après que tous les invités furent partis et que Julien fut mis au lit épuisé mais ravi, Pierre et Marie s'assirent dans le jardin pour nettoyer les restes de la fête. L'air était doux et tiède, et la lumière du crépuscule conférait à l'hôtel particulier une atmosphère magique. Pierre avoua qu'1 an plus tôt, il avait eu peur que cette solution ne fonctionne pas à long terme. Il craignait qu'elle soit trop différente de ce que la société considère comme normal, trop complexe pour être soutenable dans le temps. Marie sourit, ramassant les dernières assiettes en carton coloré éparpillées sur la pelouse. Elle lui dit qu'elle aussi avait eu des peurs, mais différentes des siennes. Elle avait craint de ne pas être digne d'être la mère d'un enfant si spécial, de ne pas pouvoir combler le vide laissé par Isabelle, de ne pas être assez forte pour affronter les difficultés qui viendraient. Mais maintenant, tous deux savaient qu'ils avaient créé quelque chose de spécial et d'authentique. Ce n'était pas une famille traditionnelle, mais c'était leur famille, construite sur l'amour réciproque et la dévotion commune au bien-être de Julien. Et cela fonctionnait parfaitement, justement parce que c'était né naturellement du cœur plutôt que des conventions sociales.
Quand ils entendirent la voix de Julien qui les appelait de sa chambre, ils montèrent sans hésitation. Ils le trouvèrent assis dans son lit avec son ours en peluche préféré dans les bras, les yeux humides d'un mauvais rêve. L'enfant raconta qu'il avait rêvé que maman et papa partaient en le laissant seul. Pierre et Marie s'assirent tous les deux des côtés du lit et Pierre prit Julien dans ses bras pour le rassurer. Il lui expliqua que maman et papa ne le laisseraient jamais seul, qu'ils étaient une famille et que les familles restent toujours ensemble. Quand Julien demanda d'une petite voix si ce serait vraiment pour toujours, Marie lui donna un baiser sur le front en lui murmurant la confirmation qu'il cherchait. Ils restèrent avec lui jusqu'à ce qu'ils se rendorment, chantant ensemble la berceuse qui était devenue leur rituel du coucher. Marie chantait en espagnol, Pierre en français, et leurs voix se mélangeaient en une mélodie unique qui sentait la maison, la sécurité et l'amour inconditionnel. En sortant de la chambre, Pierre regarda Marie et comprit avec une certitude absolue que ce qu'ils avaient construit n'était pas seulement une solution pratique pour élever Julien. C'était une vraie famille, née de l'amour, grandie dans la compréhension mutuelle, consolidée par la responsabilité partagée et l'engagement quotidien. Une famille qui ne ressemblait peut-être à aucune autre, mais qui était parfaite dans son unicité. Ils avaient prouvé que l'amour peut créer des liens plus forts que le sang, que les plus belles familles naissent de façon inattendue, et que parfois pour se trouver soi-même, il faut d'abord apprendre à sauver quelqu'un d'autre. L'hôtel particulier du 16e arrondissement n'était plus seulement une maison chère dans un quartier exclusif. Il était devenu un refuge d'amour authentique, un lieu où 3 personnes, que la vie avait blessées de façon différente, avaient appris à se guérir mutuellement, créant quelque chose de plus beau et résistant que ce qu'ils avaient perdu. Si cette histoire vous a ému, laissez un like, partagez dans les commentaires. Croyez-vous que l'amour puisse vraiment créer des familles non conventionnelles? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres histoires qui prouvent que l'amour vrai ne connaît pas de règles. Rappelez-vous, parfois les plus belles familles naissent de façon inattendue. L'amour n'a pas besoin de définition, il a juste besoin d'être reconnu.